Nous sommes dimanche 14 septembre. Merci de vous savoir avec nous pour un tour d'horizon de l'actualité dont en voici le sommaire. En France, depuis quelque temps, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, multiplie les interviews, les accusations et les charges contre le président de la République qu'il juge responsable de la chasse à l'homme engagée contre lui. Vous l'entendrez au grand débat d'Africa numéro 1 dans quelques instants. Au Niger, c'est le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène qui crie sa colère contre l'exploitation de la télévision nationale. Sa direction générale a fait le choix puéril, irréfléchi, de dresser les citoyens les uns contre les autres, a déclaré l'homogène. Après les titres, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Dans l'émission Grand Débat d'Africa numéro 1, Hama Amadou a encore donné de la voix, renouvelant ses accusations et ses charges contre le président de la République qu'il juge responsable du harcèlement et de la chasse à l'homme dont il est victime. Il n'a pas fui le Niger, dit-il, il est parti pour fourbir ses armes et donner la réplique qui sied pour les élections de 2016. Écoutons un extrait de l'intervention de Hama Amadou avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Je n'ai pas fui du Niger. J'ai jugé bon de me retirer afin que les objectifs de M. Issoufou ne puissent pas être atteints. Vous avez fui puisque vous êtes parti clandestinement dans le pays. Partir clandestinement ne veut pas dire fuir. On fait de la politique, Monsieur Laloupo. Vous avez bénéficié de certains d'aides particulières. Par exemple, vous avez été aidé par certaines personnes de l'administration nigérienne pour pouvoir partir. On fait de la politique. Oui. Ce n'est pas l'armée. En politique, toutes les stratégies pour mettre les intentions et les objectifs de son adversaire à mal sont possibles. Et la preuve, c'est que M. Issoufou a inventé cette histoire de trafic de bébés pour en finir avec moi. Pour vous abattre, donc, c'est ce que vous dites. Alors, il est bon que, pour le contrarier dans ses objectifs, que je me retire du Niger pour pouvoir me préparer et l'affronter en 2016. Si je suis en prison, serais-je capable de l'affronter? Vous êtes parti de la perspective de la présidentielle de 2016. Absolument. Je ne compte pas du tout lui laisser la possibilité d'aller tout seul se présenter en 2016 sans aucun adversaire. Dans le même sillage, cette colère du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène, des jeunes outrés et indignés par l'exploitation de la télévision nationale. Au moment, disent-ils, où la fièvre Ebola menace, où la sécurité et la cohésion nationale ne tiennent qu'à un fil, la direction générale de l'ORTN n'a trouvé mieux que d'encenser le démon de la division et d'enfourcher la propagande malveillante. Écoutons donc cette déclaration d'Homogène. À l'ère où toutes les télévisions nationales africaines informent et sensibilisent leurs citoyens contre l'épidémie d'Ebola, contre les groupes terroristes, sur l'urgence de renforcer et de préserver la paix sociale et la cohésion nationale, la nôtre, à travers sa direction générale, a fait ces choix dangereux et très graves de dresser les citoyens contre les autres au mépris des règles élémentaires de la morale sociale. Dans cette chevauchée anti-nationale, anti-citoyenne, anti-constitutionnelle et antidémocratique, à la limite criminelle, d'atteinte à la cohésion nationale par une télévision rendue cancérigène pour la nation entière. On entend tout naturellement plus la voix de l'institution distributrice, automatique et sans raison valable, des sanctions et des menaces contre les médias privés. En effet, où est passé le CSC, le moralisateur des médias, silence complice au service des banditismes d'État? C'est à l'unanimité que toutes les familles citoyennes nigériennes se disent désorientées, choquées, indignées et scandalisées de voir leur télévision offrir des spectacles désolants d'une propagande sans lendemain et sans effet sur leur conscience. Cette exploitation malhonnête et hontée de la télévision nationale vise à l'infantilisation de notre peuple
estimés dressables à volonté, tels les chiens de Pavlov. L'hémogène se réjouit de la lucidité et de la sérénité des populations nigériennes, qui ont su toujours déjouer le complot tissé à travers la communication de propagande faite à la télévision nationale. Invite le peuple nigérien à conserver son élan d'unité nationale et de cohésion sociale face à toute menace d'où qu'elle vient. Dénonce la mauvaise foi, l'inconséquence et l'incompétence du CC et de sa direction dans sa gestion éhontée de la communication au Niger. On en vient avec ce que nous sert notre télévision à la conclusion que notre pays n'a plus besoin d'un organe budgétivore sans contrepartie conséquente comme le CC. En effet, la direction de cette institution doit être débarquée et la direction générale de la télévision nationale, autant si la restauration de la confiance nigérienne est nécessaire pour le développement de notre pays. Et dans cette jungle politique et au cœur de cette course effrénée et impitoyable vers le pouvoir, les partis politiques, hélas, n'assurent pas certaines de leurs missions, à savoir l'éducation civique des citoyens. C'est le point objet de la conférence débat organisée par Alternative Espace Citoyen et animée par Ousseini Salatou, philosophe de son État et président du parti Labizé. Voyons les points saillants de cette conférence dans un résumé de Youssouf Omar. Le conférencier a d'abord défini parti politique, éducation civique, citoyen avant de rentrer dans le vif du sujet. Ousseini Salatou a osé étayer les imperfections de partis politiques par rapport au rôle qu'ils devraient jouer vis-à-vis de leurs militants et ou des citoyens. Les partis politiques sont gérés aujourd'hui comme des familles. Et les leaders des partis politiques se comportent en père de famille, qui doivent subvenir aux besoins fondamentaux des membres de la famille qui sont leurs militants. Mariage, baptême, décès, soins sanitaires, etc. Dans ces conditions, comment peuvent-ils se consacrer à la formation de leurs militants? Tout de suite, je parlais de la subvention. 50% fonctionnement, 30% formation et 20% divers. Dans les 20%, il faut remettre ça à la formation. Divers, ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Sortis édifiés de la conférence, les participants sont parfaitement d'accord avec le conférencier. Le conférencier a tiré la sonnette d'alarme. C'est-à-dire, on trouve même des leaders qui comprennent rien de la charte des partis politiques, de la constitution, il y a même des leaders qui sont incapables de définir c'est quoi un citoyen. Comment peut-on prétendre avec ces gens-là la bonne marche de la démocratie? Oui, cette formation m'a beaucoup plu, mais très malheureusement, n'est-ce pas, il n'y a pas une grande audition, parce que les gens, ce qui les intéresse ici, c'est pas la formation qui les intéresse, c'est juste des conférences où on va critiquer tel X ou Y, ou une conférence où on va saboter, ne sais pas, quelqu'un, où on va saboter une structure, c'est tout ce qui intéresse les gens. Et si c'était un autre thème où c'est des ingénieurs, n'est-ce pas, du moment, vous allez trouver, n'est-ce pas, la salle qui est pleine. Mais ici, la formation civique, n'est-ce pas, des citoyens, elle est nécessaire, elle s'impose. En gros, ce qu'il faut retenir, les partis politiques n'accomplissent pas à 100% leur mission d'éducation des citoyens conformément à la charte des partis politiques. Mieux vaut tard que jamais, a-t-on l'habitude de dire, il est temps pour les partis politiques de s'y consacrer à la tâche. Toute autre chose à présent, quoique l'acheminement des pèlerins du Hajj 2014 ait commencé, le groupe Al-Iza, à travers son agence Bab Al-Haram, n'abandonne pas son devoir et ne relâche pas l'effort dans la formation des pèlerins. La preuve en son et en image ce matin même dans les locaux du SNAD à Niamey, en présence de nos reporters Adam Soumana et Sadou Doumi. Mieux préparer ses futurs pèlerins à accomplir les rites du Hajj dans les meilleures conditions, tel est l'objectif que s'est assigné l'agence de pèlerinage et de la Umrah Bab Al-Haram du groupe Al-Iza à travers des séries de formations initiées il y a plus d'un mois. Par la présente rencontre, l'agence Bab Al-Haram entend rassurer ses pèlerins pour leur acheminement sur les lieux saints et ainsi couper court à toutes les rumeurs.
L'objectif visé, c'est les informer et puis les former davantage. Bon, les informer par rapport au passeport. On les a montré les exemples des passeports. Tous les passeports sont enfin prêts. Ils ont été visés. Les informer par rapport aux bracelets électroniques qu'ils vont porter là-bas une fois et à la Mecque. Et les dire que les bracelets électroniques c'est très important, qu'ils ne doivent pas couper ça. Et ça détient toutes les informations médicales de l'agent. Nous, on est prêts ici à notre niveau à l'ELISA. Le départ, c'est le gouvernement qui organise le départ. Donc on attend, on est prêt. Présentement, si on nous dit il y a un avion qui vient pour... si on nous dit groupe Al-Isa, présentez-vous à l'aéroport, il n'y a pas de problème pour ça. Donc c'est pour les informer et aussi, comme ils sont un peu inquiets avec le premier vol, ils se demandent, il y a certains qui se posent la question, est-ce que nous on a eu les visas, parce que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de visa ou truc comme ça. On les a monté les passeports, tous les passeports sont visés, on est enfin prêt, on est prêt depuis le vendredi, donc on attend seulement le signe du gouvernement pour décoller. Cette rencontre renforce davantage la confiance des clients vis-à-vis de l'agence Bab al-Haram du groupe Al-Isa, une agence qui fait toujours preuve de sérieux et de professionnalisme. Une page sport dans ce journal avec d'abord la fin hier après-midi au stade municipal de Niamey de la 4e édition du tournoi Horizon Foot. C'est une initiative du club Horizon francophone qui a vu le sacre du club Bonferré, nous rapportent Memouna Daouda et Ibrahim Abdou. C'est un tournoi interfada qui a regroupé 14 clubs de la ville de Niamey. Un mois durant, ces 14 clubs se sont confrontés. Au finish, c'est le club Bonferré en orange et celui de Darfour en jaune qui ont joué la finale. Après la phase des tirs au but, c'est le club Bonferré qui remporte la coupe de ce tournoi qui a sa 4e édition. C'est une grande joie pour nous quand même parce qu'on s'était battu vraiment. Dieu nous a aidés, on a mis assez d'efforts pour faire le maxi quoi. La force de notre équipe, moi je me dis pour moi, selon moi c'est notre gardien et le cœur que nos joueurs appliquent pour vraiment jouer quoi. C'est ça. Et parce qu'on a pas mal fait de notre mieux, mais quand même c'est bien. Ouais, c'est une grande victoire pour nous. Ce tournoi interfada de Horizon francophone foot s'est terminé sur une note de satisfaction générale. Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes à la fin, avec ce qu'on a promis aux équipes, on a eu à les désintéresser. Je pense que c'est vraiment une satisfaction totale chez le club Horizon francophone, qui est vraiment l'organisateur principal de cette compétition, le tournoi Horizon Foot. Donc, je pense que aujourd'hui, nous avons fait appel à nos aînés, à nos papas, pour vraiment nous accompagner, tant sur le plan moral que physique. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait le déplacement et nous avons honoré une des figures du football nigérien, Moussa Kamfideni, dit Djagundi. Le tournoi a été organisé par des jeunes du quartier. J'ai trouvé que c'était une chose très louable. Étant ancien footballeur, j'ai également trouvé que c'était une opportunité de vouloir un peu mettre du baume au cœur des enfants. Ainsi, le club Bonferré a été sacré champion du tournoi de Horizon francophone foot à 4e édition. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, Inch'Allah, avec plus d'innovation selon les organisateurs. Sport, toujours dans l'après-midi d'hier au stade général Sénikounché, pardonnez-moi, ont pris fin les compétitions de la 17e édition du championnat national d'athlétisme. Toutes les régions du Niger y ont pris part et cela constitue le premier motif de satisfaction au dire du président de la dite fédération que je vous propose d'écouter. Globalement, c'est un bilan satisfaisant parce que nous avons eu la participation de toutes les régions du Niger, qui donne d'ailleurs à ce championnat sa qualité de championnat national. Ça, c'est le premier point sur lequel ma satisfaction
est posé. Maintenant, le deuxième point, c'est parce que vous avez vu, il y a des jeunes qui s'intéressent à l'athlétisme. Et non seulement ces jeunes s'intéressent à l'athlétisme, et ils ne sont pas seulement des chefs-lieux de région. Ils viennent des clubs qui sont dans ces régions-là. Parce que la fédération a mis en place, si vous voulez, le système de licence et la création de clubs dans différents départements et dans différentes régions. Parce que nous avions compris que c'est ces clubs-là qui font le travail à la base pour que nous puissions avoir une sélection positive au niveau des régions. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce championnat. Alors, cette sélection, vous faites allusion aux prochains Jeux africains prévus à Brazzaville ou bien? Nous sommes en train de nous préparer comme d'habitude. Mais vous savez, dans la chaîne, il y a eu quelque part une petite défense parce que la relève n'a pas suivi. Donc c'est comme si nous sommes revenus au départ pour nous préparer et entre-temps, vous savez, il doit y avoir une petite marge entre ceux qui sont là, qui sont en train de partir et la jeunesse qui est en train de monter. Donc c'est un peu là-bas qu'il y a eu un défaut. Bon, peut-être que c'est un défaut qui sera comblé dans 1 ou 2 années. À l'international, l'horreur, l'émoi en Grande-Bretagne après la décapitation de David Haines. Il est âgé de 42 ans, père de 2 enfants et travaillant pour l'ONG française ACT. Il était retenu en otage depuis 2013. À l'annonce de la nouvelle hier soir, le Premier ministre britannique David Cameron est rentré précipitamment à sa résidence de 10 Downing Street pour une réunion de crise. Le récit de cette nuit folle. Cameron convoque une réunion de crise à Londres avec ses ministres. Dans la nuit, le Premier ministre britannique a appris l'exécution d'un nouvel otage par les djihadistes de l'État islamique, le Britannique David Haines, enlevé en Syrie en 2013. Son bourreau pourrait être celui qui a déjà exécuté les Américains James Foley et Stephen Sotloff. David a été assassiné de la manière la plus cynique et brutale que l'on puisse imaginer, par une organisation qui est l'incarnation du mal. Nous allons traquer les responsables et les traduire en justice, peu importe combien de temps cela prendra. David Cameron a élaboré une stratégie pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Son pays continuera à fournir des armes aux Peshmerga ainsi que de l'aide humanitaire aux populations déplacées. Il entend aussi peser de toutes ses forces auprès des Nations Unies. Étape par étape, nous devons repousser, démanteler et finalement détruire l'État islamique et ce qu'il représente. Nous allons le faire d'une manière délibérée, calme, mais avec une détermination de fer. Sous la pression croissante des membres du gouvernement et d'anciens chefs militaires favorables à des frappes aériennes, David Cameron s'est dit prêt à prendre toutes les mesures nécessaires, mais exclut tout engagement militaire au sol. Londres a déjà fourni du renseignement aux États-Unis, facilitant les frappes sur les bastions des islamistes du nord de l'Irak. Ce lundi, de nombreux pays seront réunis à Paris pour une conférence internationale sur l'Irak, une réunion destinée à former une large coalition dans le but d'anéantir l'organisation de l'État islamique. Au Royaume-Uni, toujours en Écosse, avant le référendum du jeudi prochain, le Premier ministre écossais accuse David Cameron d'installer un climat de la peur afin d'obtenir le non. Résumé de ce climat d'intrigue, de coups bas et de suspicion généralisée. Voyons cela. Du vote, les tensions sont de plus en plus vives et les coups bas plus nombreux. Le Premier ministre écossais Alex Salmond accuse le gouvernement britannique d'orchestrer une campagne de la peur. David Cameron, selon lui, aurait ainsi demandé aux industriels d'effrayer les Écossais pour qu'ils rejettent l'indépendance. Le camp du non, de son côté, n'hésite pas à assimiler le Premier ministre écossais à l'ancien dictateur nord-coréen Kim Jong-il. Il faut dire que le résultat du référendum de jeudi est loin d'être certain et l'économie est plus que jamais au centre des débats. Certains analystes pointent même du doigt le scénario potentiellement catastrophique qu'engendrerait l'indépendance. Des sociétés ont ainsi déclaré leur intention de déménager en Angleterre en cas de victoire du oui,
simple tentative d'intimidation pour Alex Salmond. C'est juste une campagne influencée par la politique. On le voit bien grâce à l'implication des supermarchés et du Premier ministre. On le voit aussi grâce aux empreintes du Trésor public qui recouvrent les informations qui ont fui dans la Royal Bank mercredi dernier. C'est clairement une campagne d'intimidation inspirée par la politique. Des rumeurs donc selon le Premier ministre écossais, comme celle-ci. La première chose qu'ils remarqueront, c'est que le marché du travail va considérablement s'affaiblir. Il sera plus difficile de trouver du travail. Il y aura des licenciements. La croissance sera négative et du coup, les entreprises fermeront. Autant de craintes relayées par le camp du non. Quand les gens pensent au risque que vendredi matin l'Écosse pourrait quitter le Royaume-Uni sans savoir quelle monnaie ils utiliseront, quel argent sera dans leur poche ou encore qui payera les pensions, ce n'est pas surprenant que les gens disent « Attendez un peu, ça ne me plaît pas ». Pour ces manifestants qui ont défilé dans les rues d'Édimbourg ce samedi, le drapeau britannique en dit long. Mais d'ici jeudi, les 500 000 votants toujours indécis pourraient bien faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et influencer le futur politique et économique de l'Écosse. Et dans ce monde qui va mal le plus souvent, ce courage des élèves gazaouites qui ont effectué leur rentrée scolaire ce matin par-delà les ruines des maisons et des immeubles et dans un décor d'apocalypse, vous allez le voir, ils sont allés à l'école ce matin et ont pris place dans des classes éventrées. Le compte rendu de ce courage, de cette témérité qui force l'admiration. Voyons cela. Pour ces écoliers, le chemin de l'école a des allures de champ de bataille. Autour d'eux, des ruines. Tout ici témoigne de la violence des bombardements israéliens. L'école du quartier n'a pas été épargnée par les missiles et les balles. Certaines salles de classe sont même éventrées. Lors de l'appel, tous comptent les absents. Sur cette pancarte, le nom d'une de leurs camarades morte lors des bombardements. Je suis venue à l'école aujourd'hui pour voir mes amis, pour savoir s'ils sont vivants ou morts et savoir comment ils vont. L'école a changé. Beaucoup d'amis sont manquants et beaucoup de filles dont les maisons ont été détruites ne sont pas venues à l'école. Des bénévoles ont travaillé pendant des jours pour déblayer et nettoyer les écoles. Car pendant le conflit, c'est dans ces établissements scolaires de la ville que plus de 300 000 Gazaouis ont trouvé refuge. Initialement, la rentrée devait avoir lieu mi-août. C'est donc avec près d'un mois de retard que les portes ont pu rouvrir. Mais le conflit est encore très présent dans la tête des étudiants, alors le programme scolaire a dû être aménagé. La majorité des habitants du quartier l'ont quitté. Leurs maisons sont détruites. C'est une catastrophe. La première semaine, nous allons seulement les faire s'exprimer, écouter leurs histoires. Malgré tout, quelques élèves gardent le sourire, signe que la vie reprend le dessus et que les cicatrices de la guerre finiront petit à petit par s'effacer. Retrouvons Hama Amadou en partie magazine de ce journal. Ses propos, son discours, vous allez l'entendre, n'ont pas changé. Il n'a pas fui le Niger, martèle-t-il. Il prépare 2016, vaille que vaille, pour contrarier, dit-il, les objectifs du président de la République. Bonne réception et excellente suite au programme à notre compagnie. Au revoir. Hama Amadou, bonsoir. Bonsoir Francis. Alors, est-ce qu'il faut vous appeler Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, parce que voilà, vous êtes finalement un président de l'Assemblée nationale, disons en exil, donc démissionnaire de fait. D'abord, je n'ai pas dit que je suis président de l'Assemblée nationale démissionnaire. Je suis toujours président de l'Assemblée nationale. Mais vous êtes parti. Je suis parti, mais nous sommes en intercession. Et en principe, c'est à la suite d'une session extraordinaire que j'ai conduite que cette affaire d'arrestation a été enclenchée. Donc vous demeurez le président de l'Assemblée nationale du Niger, même en exil. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Alors, dans une lettre ouverte à Mamadou, publiée la semaine dernière, vous parlez d'un acharnement systématique dont vous êtes victime de la part du pouvoir et selon vous, après avoir usé de plusieurs manœuvres de déstabilisation, y compris par la violence, le pouvoir n'avait rien trouvé d'autre que de s'attaquer, comme vous l'écrivez, je cite, à des symboles sacrés dans notre société, à savoir la famille. Ainsi, écrivez-vous, le 22 juin 2014, mon épouse est interpellée à la police judiciaire en même temps que 29 autres personnes pour une soi-disant supposition d'enfant pour laquelle elles croupissent depuis le 25 juin 2014 en prison
sans la moindre preuve. Alors, cette affaire de trafic de bébés aurait donc en tout point été inventée par le pouvoir, non? C'est ce que vous écrivez. En tout cas, sur quoi se fonde l'accusation qui pèse sur vous et votre épouse, finalement? Sur des suppositions, dans la mesure où, je le répète, aucune preuve matérielle, directe ou indirecte, ne peut être produite par les accusateurs contre moi ou ma femme. Ils ont parlé de suppositions d'enfants. On aurait pu commencer à avoir un début de soupçon en ce qui nous concerne si une famille venait se plaindre que ses enfants seraient avec nous et que la justice saisie pour établir la légitimité de la paternité entre nous et la famille en question avait tranché en faveur de cette famille. Mais est-ce que vous avez entendu parler d'une plainte de famille venue du Nigeria pour dire que leurs enfants sont avec nous? Mais est-ce qu'on peut arrêter comme ça arbitrairement votre épouse, par exemple, qui est en prison depuis juin dernier? Je constate en tout cas que c'est le meilleur moyen que M. Issoufou Mahamadou a trouvé. Le président du Niger? A trouvé pour essayer de m'incriminer et m'amener à débarrasser l'Assemblée nationale de ma présence. Parce qu'il a essayé, vous le savez très bien, un certain nombre de machinations visant à me faire tomber du perchoir. Il a régulièrement échoué. Et donc la seule manière qu'il lui restait, c'était d'inventer soit une histoire d'atteinte à la sûreté de l'État, qu'il a d'ailleurs tenté au mois de mai avec cette affaire dite du terrorisme, auquel mes partisans auraient été impliqués, dans lesquels mes partisans auraient été impliqués. Et puis, cette affaire de supposition d'enfants, sordide, une affaire tout à fait sordide, parce que se lever un beau matin. Ah, c'est une accusation infamante à tout le monde, quand même, pour un acteur politique de votre dimension. Je pense que c'est même une insulte à mon intelligence que de dire que je me serais impliqué dans une question de trafic d'enfants. Et qu'ai-je besoin d'aller acheter des enfants à l'étranger? Au Niger, il n'y a pas suffisamment d'enfants malheureux que j'aurais pu récupérer sans aucune procédure d'adoption. Alors pourquoi irais-je au Nigeria chercher des enfants? Alors pourquoi? Vous êtes parti du Niger, disons, vous êtes enfui du Niger au moment où le bureau de l'Assemblée nationale allait voter la levée de votre immunité parlementaire. Comment vous êtes parti de Niamey? On peut comme ça, vous êtes quand même une personnalité connue par tous les Nigériens. Comment avez-vous pu partir du pays comme ça, je veux dire, sans être inquiété? Je précise que mon immunité n'a pas été levée. Non, mais ça allait de toute façon. Non, je précise. Oui. Le gouvernement a demandé au procureur de la République qui n'a plus à main le dossier en question, puisque le dossier est entre les mains d'un juge d'instruction, mais a demandé au procureur de la République de demander mon arrestation au bureau de l'Assemblée nationale. Mais la question qu'il faut se poser, un député qui bénéficie de l'immunité parlementaire peut-il être arrêté avant que son immunité ne soit levée et qu'il ne fasse l'objet de poursuites par un juge? Or, le juge n'a engagé aucune poursuite contre moi. Mon immunité n'a pas été levée. Mais une procédure accélérée a été déclenchée par M. Issoufou Mahamadou visant à m'arrêter par tous les moyens. À partir du moment où j'ai constaté que les procédures ne sont plus régulières et que l'affaire a une connotation très forte de considération politicienne, je n'ai pas fui du Niger. J'ai jugé bon de me retirer afin que les objectifs de M. Issoufou ne puissent pas être atteints. Vous avez fui puisque vous êtes parti clandestinement quand même du pays. Partir clandestinement ne veut pas dire fuir. On fait de la politique, M. Laloupo. Vous avez bénéficié de certains d'une d'aide particulière. Il paraît que vous avez été aidé par certaines personnes de l'administration nigérienne pour pouvoir partir. On fait de la politique. Oui. Ce n'est pas l'armée. En politique, toutes les stratégies pour mettre les intentions et les objectifs de son adversaire à mal sont possibles. Et la preuve, c'est que M. Issoufou a inventé cette histoire de trafic de bébés pour en finir avec moi. Pour vous abattre donc, c'est ce que vous dites. Alors, il est bon que, pour le contrarier dans ses objectifs,
que je me retire du Niger pour pouvoir me préparer et l'affronter en 2016. Si je suis en prison, serais-je capable de l'affronter? Donc vous êtes parti de la perspective de la présidentielle de 2016? Absolument. Je ne compte pas du tout lui laisser la possibilité d'aller tout seul se présenter en 2016 sans aucun adversaire. Parce que vous êtes déjà ouvertement candidat pour la présidentielle de 2016. Non seulement je suis candidat, mais mes autres alliés de l'opposition sont également candidats. Vous suivez très bien l'actualité au Niger. Il a entrepris de la même manière qu'il me pourchasse, il a entrepris de retirer à M. Maman Ousmane son parti par des moyens absolument inédits et déloyaux.